Bienvenue à tous les curieux. Soyez sauvés. Allez, j'ai vos pipelines. Certains acteurs sont tout particulièrement connus pour incarner viscéralement les rôles qu'ils interprètent. 246. Il en reste 4 dans la boîte. De manière physique, en se métamorphosant littéralement, mais aussi en modulant grandement leur voix, You fuck my wife. What? You fuck my wife. et même en se préparant plusieurs mois en amont du tournage à vivre exactement comme leur personnage, dans les moindres détails, y compris en dehors des prises. C'est notamment le cas de Gary Oldman, auquel j'ai déjà consacré une vidéo. Mais il me serait également impossible de ne pas citer les monstres sacrés que sont Dustin Hoffman, Robert De Niro et Al Pacino, entre autres. Pourtant, il en est un qui a poussé le mimétisme et l'implication à son paroxysme le plus extrême, ce qui lui valut la récompense ultime de ses pairs, l'Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle, et ce à 3 reprises, ce qui reste encore aujourd'hui absolument unique dans toute l'histoire du cinéma. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, dont c'est le véritable patronyme, est né le 29 avril 1957 à Londres et il est le fils de Cecil Day-Lewis, poète lauréat pour la reine Elisabeth II entre 1967 et 1972. Ce dernier était un ami proche de Winston Hugowden, l'un des poètes britanniques les plus influents du XXe siècle. A traduit le poète latin Virgile et publié des romans policiers sous le pseudonyme de Nicolas Blake, notamment la série des Nigel Strangeways. Bien évidemment, pour la naissance de son fils Daniel, il lui écrit un poème titré The Newborn et publié la même année en 1957 dans le recueil Pegasus and Other Poems. Daniel découvre très tôt sa vocation d'acteur et souhaite suivre la voie de sa mère, Jill Balcon, actrice de son état qui a notamment joué dans le film Sarabande en 1948 et la série Hôpital Central dans les années 70. Mais surtout fille de Sir Michael Balcon, producteur très influent du cinéma britannique, avec à son crédit les premiers films d'Alfred Hitchcock, dont L'homme qui en savait trop en 1934 et Les 39 marches, entre autres. Daniel Day-Lewis a donc de qui tenir, surtout que sa sœur Tamazine est elle devenue réalisatrice de documentaires. Il commence par se produire au théâtre, notamment à Bristol, puis obtient un petit rôle dans le film Sunday Bloody Sunday de John Schlesinger, réalisateur de Macadam Cowboy et Marathon Man en 1971 alors qu'il n'a que 14 ans. Il retourne ensuite au théâtre et intègre la Royal Shakespeare Company, tout comme Alan Rickman, puis est choisi en 1982 par le grand Richard Attenborough pour interpréter Colin dans son biopic monumental récompensé par 8 Oscars et 5 Golden Globes, Gandhi. Sa carrière est donc lancée sous les meilleurs auspices et en 1984, il rejoint son compatriote Anthony Hopkins, mais aussi Mel Gibson dans le Bounty de Roger Donaldson, réalisateur australien et néo-zélandais dont j'ai largement détaillé la carrière dans ma vidéo sur ce que je considère comme son chef-d'œuvre sens unique. Daniel y interprète John Fryer. En 1985, il se fait définitivement remarquer pour 2 prestations mémorables, pourtant dans des seconds rôles, dans les films My Beautiful Laundrette de Stephen Frears, où il incarne Johnny, et Chambre avec vue de James Ivory, dans le rôle de Cecil Vyse. My Beautiful Laundrette est un film coup de poing qui interroge sur certaines dérives du thatcherisme, tandis que Chambre avec vue est un film en costume, profond et à charge, contre une certaine hypocrisie de la haute société édouardienne. Il y partage l'affiche avec les excellentes Maggie Smith, Judi Dench et Helena Bonham Carter, mais aussi Julian Sands et Denholm Elliott. En 1987, il interprète Max dans le film franco-britannique Nanou de Colin Templeman, avec aussi Imogen Stubbs, qui fut la princesse Aude d'Eric le Viking, mais aussi Miss Lucy Steele dans Le Raison et Sentiment d'Ang Lee. En 1988, il est Thomas dans L'insoutenable légèreté de l'être, adapté de Milan Kundera par l'excellent Philip Kaufman, à qui l'on doit entre autres L'étoffe des héros, qui aura bien évidemment sa vidéo, et Quills, avec Kate Winslet et Geoffrey Rush, qui narre la fin de vie pour le moins chaotique du marquis de Sade. La même année, Daniel Day-Lewis s'illustre dans Un Anglais à New York de Pat O'Connor, dans le rôle d'Henderson Dawes. Il y incarne un expert en art chargé d'expertiser et d'acheter un Renoir dans le sud des États-Unis. Il est accompagné d'Harry Dean Stanton, Joan Cusack, Will Patton et Martha Plimpton. En 1989, il entre définitivement dans la cour des grands, mais aussi dans le cœur de tous les cinéphiles, notamment ceux qui, comme moi, sont amateurs de performance et d'incarnation pure d'un rôle par un acteur, mais aussi toute la dévotion qui sied à ce métier si particulier. En effet, il incarne de manière littéralement habitée le peintre irlandais Christy Brown dans le chef-d'œuvre
absolu de Jim Sheridan, My Left Foot. Un biopic tout en justesse, en naturalisme et en poésie, porté par un Daniel Day-Lewis au sommet de son art, et inaugurant ici la méthode qui fera de lui l'un des acteurs les plus récompensés de l'histoire du cinéma. Une abnégation totale au rôle et au personnage, y compris en dehors des prises, pour garder un maximum de ce qui fait l'essence de ce dernier, quand la caméra tourne, et ainsi livrer la performance la plus juste, la plus sincère et la plus intime possible. Et comme celui qui l'incarne, qui atteint d'une maladie ne pouvait bouger que le pied gauche et réussit à peindre des chefs-d'œuvre avec ce dernier, l'acteur refusa de se déplacer normalement, afin d'épouser au mieux les difficultés moteurs de son personnage. C'est ainsi que l'acteur remporta son premier Oscar, largement mérité. You've just provided me with the makings of one hell of a weekend in Dublin. Cette année-là, il incarne également le docteur Fergus O'Connell dans le film Eversmile, New Jersey, de l'Argentin Carlos Sorin. Dans cette comédie romantique bizarroïde, il est un dentiste britannique un peu fou qui soigne gratuitement les habitants du sud de l'Argentine et tombe amoureux d'Estella, une autochtone. En 1992, il est choisi par l'un des plus grands cinéastes actuels, à savoir Michael Mann, pour incarner Nathanael Poe, alias Œil de Faucon, dans la grandiose adaptation du roman éponyme de James Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans. Chef-d'œuvre absolu où le lyrisme et la puissance du scénario se mêlent à la beauté des images proposées par le chef opérateur Dante Spinotti, qui avait déjà œuvré sur le méconnu Manhunter, adaptation du Dragon Rouge de Thomas Harris, déjà pour Michael Mann, et suivra le cinéaste sur le génial Hit, où s'affrontent Al Pacino et Robert De Niro. La sublime musique du film est signé Trevor Jones, compositeur inspiré d'Excalibur de John Boorman, mais aussi d'Angel Heart et Mississippi Burning d'Alan Parker, qui aura bien évidemment ses vidéos dédiées sur la chaîne, ainsi que par Randy Edelman, qui œuvrera plusieurs fois pour Ivan Reitman, notamment sur Jumeaux et Ghostbusters 2, qui reprendra le score après son abandon par Jones à la suite de désaccords avec Michael Mann. Avec ce film, Daniel Day-Lewis montre une fois de plus son implication sans faille et toute personnelle en refusant de quitter son personnage durant tout le tournage, y compris en dehors des scènes, et cela lui vaudra un BAFTA récompensant son travail. Le casting comprend aussi les excellents Madeleine Stowe et Wes Studi, ainsi que le français Patrice Chéreau, qui se préparait à réaliser son chef-d'œuvre La Reine Margot avec Isabella Gianni, qui était à ce moment-là la compagne de Daniel. Après ses prestations pour le moins habitées dans My Left Foot et Le Dernier des Mohicans, sa réputation est faite et les cinéastes savent que s'il l'engage, il ira au fond des choses, jusqu'au bout de ce que le rôle et le personnage réclament, ce qui est la meilleure des publicités, mais peut aussi faire peur à certaines personnes travaillant avec lui. En 1993, il fait coup double en tournant devant la caméra de Martin Scorsese pour le méconnu Le Temps de l'innocence dans le rôle de Newland Archer. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme d'Edith Wharton, où il partage l'affiche avec Michelle Pfeiffer et Winona Ryder. Il retrouve également Jim Sheridan, réalisateur de My Left Foot, pour un autre biopic, mais très différent de leur précédente collaboration, celui-là, Au nom du père. Ce film, relativement méconnu également, est à mon sens l'un des meilleurs films tournés par Daniel Day-Lewis, mais aussi l'une de ses meilleures prestations, beaucoup plus naturaliste et très loin de ses performances à Oscar, pour lequel il est connu, mais aussi parfois moqué. Ce film raconte l'histoire authentique des 4 de Guilford, dont faisait partie Jerry Conlon, incarné ici par Day-Lewis. C'est la chronique bouleversante et déchirante de l'une des pires erreurs judiciaires qu'ait connue l'Angleterre, celle de 4 amis plus ou moins hippies qui vivaient dans un squat de Londres en 1974 et furent accusés à tort d'attentat à la bombe perpétré par l'IRA à Guilford, tuant 5 personnes juste parce qu'ils étaient irlandais et marginaux. Le film est absolument exemplaire en tout point et la performance de Daniel Day-Lewis est une fois de plus magistrale. Il retrouve Pete Postlethwaite, qu'il avait dirigé au théâtre dans sa jeunesse et incarne ici son père. En 1996, il s'illustre dans une nouvelle adaptation, celle de la pièce Les Sorcières de Salem, écrite en 1952 par Arthur Miller et qui faisait le lien entre la célèbre chasse aux sorcières du XVIIe siècle, qui donne ici son titre français au film, et la chasse aux communistes par le sénateur McCarthy dans les années 50 aux États-Unis. Il incarne John Proctor, l'un des accusés de sorcellerie du célèbre procès, et retrouve Winona Ryder dans le rôle d'Abigail Williams, sa principale accusatrice, en tout cas dans le film. L'année suivante, il fait une nouvelle fois équipe avec son réalisateur fétiche Jim Sheridan pour un nouveau film centré sur l'IRA et sur un homme emprisonné à tort, The Boxer. Il y partage l'affiche avec les excellents Emily Watson et Brian Cox. Après 5 ans d'absence, en 2002, il retrouve Martin Scorsese, qu'il avait dirigé sur Le Temps de l'innocence, pour un film que le cinéaste de Little Italy rêve de réaliser depuis de nombreuses années, Gangs of New York. Pour s'opposer à son nouvel acteur fétiche, Leonardo DiCaprio, dans cette guerre intestine entre immigrés anglais et irlandais à New York au XIXe siècle,
Qui mieux que Daniel Day-Lewis pouvait relever ce défi avec panache et force implication? Oui, de la fureur meurtrière en toi, ça me plaît. Et une fois de plus, il livre une prestation magistrale et des plus mémorables dans le rôle du sanguinaire William Cutting, dit Bill le Boucher, assassin du père du personnage incarné par DiCaprio, personnifié ici par Liam Neeson. Le film est d'une maîtrise incandescente et le rêve de plus de 20 ans de Scorsese prend ici forme sous les yeux émerveillés des spectateurs, avec un Day-Lewis qui remporte un nouveau BAFTA alors qu'il était en semi-retraite en Italie à ce moment-là, convaincu par Scorsese et DiCaprio de rempiler alors que le rôle aurait dû être tenu par Robert De Niro ou Willem Dafoe. Il sera également nommé à l'Oscar, mais ce dernier ira à Adrian Brody pour le pianiste. En 2005, il incarne Jack Slevin dans The Ballad of Jack et Rose de Rebecca Miller, sa femme, qui se trouve être également la fille du dramaturge Arthur Miller. Ils s'étaient rencontrés lors de la préparation du film La chasse aux sorcières, dont l'écrivain avait signé le script adapté de sa propre pièce. Le film devait se faire au moment de leur rencontre en 1995, mais il a refusé le rôle se trouvant trop jeune. 10 ans plus tard, il se pensa enfin assez mûr pour l'accepter. Camilla Bell, qui était Cathy Bowman dans Le Monde perdu de Spielberg, y incarne sa fille, Rose. En 2007, il fait à nouveau sensation, cette fois devant la caméra de Paul Thomas Anderson, auteur du sublime Magnolia. Je n'ai pas à m'excuser parce que je suis ce que je suis. Je n'ai pas à m'excuser parce que j'ai besoin de ça. En effet, dans There Will Be Blood, il personnifie littéralement Daniel Plainview. J'assure tous mes forages. Les hommes qui bossent pour moi ne bossent que pour moi, je les connais tous. D'ailleurs, le personnage reprend son propre prénom, alors que ce n'était pas le cas dans le roman Pétrole d'Upton Sinclair. Ce chercheur d'or et d'argent se lançant coûte que coûte dans le forage de pétrole, au point d'en devenir fou. Que dire de ce film à part que c'est un nouveau chef-d'œuvre à mettre au crédit de l'acteur, et il récolte là son deuxième Oscar, une fois de plus largement mérité. En 2009, il est dans Nine de Rob Marshall, une comédie musicale inspirée de 8,5 de Fellini. Il y côtoie Penelope Cruz, Marion Cotillard, Nicole Kidman et Sophia Loren, mais retrouve aussi Judi Dench, 24 ans après Chambre avec vue. En 2012, il est le 16e président américain Abraham Lincoln dans le biopic signé Steven Spielberg et gagne ici son 3e Oscar, faisant de lui le recordman historique de cette cérémonie pour la récompense du meilleur acteur devant Jack Nicholson, mais aussi Gary Cooper, Spencer Tracy, Marlon Brando, Dustin Hoffman, Tom Hanks, Sean Penn et Anthony Hopkins, tous récompensés 2 fois, plus une statuette du meilleur second rôle pour Nicholson. En 2017, il a retrouvé Paul Thomas Anderson pour Phantom Thread, un film qu'ils ont coécrit ensemble et qui devait être le dernier film de Daniel. Il y est Reynolds Woodcock, dans cette histoire d'amour sur fond de haute couture dans le Londres des années 50. En 2025, il accepte cependant de sortir de sa retraite pour jouer dans Anémone, le premier film réalisé par Ronan Day-Lewis, son fils. À la télévision, il a notamment incarné l'écrivain Franz Kafka dans un téléfilm de la série Scream 2, titré The Insurance Man en 1985. Acteur de génie multi-récompensé qui fut le Star System, il a été principalement doublé en français par Bernard Gabet, entre autres dans Au nom du père, Gangs of New York et There Will Be Blood. Si vous voulez signer avec moi, dans moins de 10 jours, nous commencerons le forage. Mais aussi Patrick Florsheim et Edgar Givry, ainsi que le grand Patrick Poivet dans Le Dernier des Mohicans. J'ai peur qu'un jour nous n'ayons une petite explication, vous et moi. Une chose est sûre, définitivement à la retraite, nous ne verrons plus ses performances marquantes et habitées, et ce grand vide laissera meurtri et orphelin de nombreux cinéphiles. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Daniel Day-Lewis. Emmenez le condamné. The case is hereby dismissed. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.